Es-tu vraiment spécial ou es-tu en train de te pathologiser toi-même? Nous allons explorer aujourd'hui un sujet qui concerne entre 15 et 20% des personnes dans le monde. Cela a un impact sur tous les aspects de ta vie. De plus en plus de personnes s'identifient comme neurodivergentes. De nombreuses personnes neurodivergentes disent ressentir l'énergie. Elles s'ouvrent à de nouvelles connexions et deviennent plus réceptives. Ressentir aussi profondément est un véritable super-pouvoir. Certaines des plus grandes avancées de notre culture ont été réalisées par des personnes qui pensent et voient des choses qui n'existent pas encore. Montre-moi que tu es neurodivergente sans le dire. Emily Dickinson, Albert Einstein, Billie Eilish, Bill Gates, Simone Biles, Tom Holland, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Megan Fox. Comment savoir si tu es neurodivergente? L'une de nos activités préférées ici, c'est de trouver un quiz. Sortez vos crayons, tout le monde. Numéro 1, trouves-tu souvent? Salut, je suis Mayim Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre décryptage. L'une des choses que nous aimons ici dans le décryptage de Mayim Bialik, c'est à quel point nous sommes tous différents et à quel point nous sommes tous spéciaux. Mais la question que nous allons poser aujourd'hui est: es-tu vraiment différent? Es-tu vraiment spécial? Ou bien es-tu en train de te psychopathologiser alors qu'un miroir culturel te renvoie ce que tu penses vouloir entendre? Nous allons explorer aujourd'hui un sujet qui concerne entre 15 et 20% des personnes dans le monde. Cela impacte tous les aspects de votre vie, y compris le travail, les relations et la façon dont vous vous percevez vous-même. Si on vous a dit que vous êtes neurodivergente ou si quelqu'un vous a dit « Voilà la raison, c'est parce que je suis neurodivergente », cet épisode est pour vous. Nous allons parler de ce qui se passe dans le cerveau lorsque les gens disent « Je suis neurodivergente ». Nous allons parler de l'ensemble que représente la neurodivergence, voir ce qui en fait partie et discuter de certains défis liés à l'autodiagnostic et de ce genre de terminologie pour désigner des manières très personnelles et intimes de fonctionner dans le monde. Vous pourriez être en train de découvrir un super pouvoir ou bien être pris dans un phénomène de contagion sociale psychosomatique avec tous les quiz en ligne qui pourraient vous induire en erreur. Nous sommes ici pour vous offrir l'explication la plus claire de la neurodivergence et évoquer ce qui rend le fait d'être neurodivergente génial. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un ensemble de capacités différentes et la porte ouverte à de potentiels super-pouvoirs? Nous allons explorer comment tant de personnes qui se situent sur le spectre de la neurodivergence pensent différemment, ressentent différemment et ont davantage de liens avec des expériences spirituelles, la perception, l'énergie, l'intuition et même des capacités psychiques. Nous allons également parler de la façon dont des choses comme l'anxiété sociale, le trouble du traitement sensoriel et même le fait d'être une personne empathe entrent dans cette catégorie de la neurodivergence. Et nous sommes très intéressés par toutes les similitudes qui se recoupent et par ce que nous pouvons comprendre de l'expérience humaine à partir de chacun de ces diagnostics particuliers. Nous espérons que cet épisode vous aidera vraiment à mieux vous comprendre en vous donnant un guide pour vous orienter et en vous aidant à savoir comment accepter vos dons et capacités naturelles, tout en obtenant le soutien dont vous avez besoin dans les domaines où vous en avez besoin. L'une de nos activités préférées ici, surtout dans les épisodes exclusifs de Mayim et Jonathan, c'est de trouver un quiz. Cela nous aide à mieux nous comprendre et à vraiment mieux discuter sur ce que nous diagnostiquons exactement, ce qui doit être affiné et ce que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes. Nous savons que beaucoup d'entre vous se considèrent comme neurodivergents et se posent des questions sur la neurodivergence. Donc Jonathan et moi allons en parler. Jonathan, parlons de la neurodivergence. Explique-nous ça simplement. Alors, commençons ici. Tu sais, sur les réseaux sociaux, le terme neurodivergent ou neurospicy est devenu une sorte de raccourci pour désigner toute personne qui se sent en décalage avec la norme. Et cela peut se manifester de différentes façons. Nous allons parler de quelques exemples. Mais en réalité, il s'agit de personnes qui perçoivent le monde différemment, qui interagissent avec le monde ou avec les autres d'une manière différente, ou même qui ont un système sensoriel qui semble un peu différent de celui des autres. C'est en quelque sorte à cela que ce terme a été utile. Nous allons parler de pourquoi cette notion de différence résonne aussi profondément et des façons de la considérer comme une sorte d'adaptation évolutive avec une ouverture à la créativité, à l'intuition. Et nous allons aussi parler de la façon dont la neurodivergence est souvent mal interprétée.
Ce qui m'intrigue, c'est de savoir quelle est l'étendue de ce terme. Jusqu'où devrait-il aller? Et qu'est-ce que cela signifie? Et d'un point de vue scientifique, nous allons parler de certaines de ces variations. De plus en plus de personnes s'identifient comme neurodivergentes, souvent sans diagnostic formel. Il y a donc en fait une liste que j'aimerais vous présenter de troubles, de syndromes, de handicaps qui relèvent tous de la neurodivergence. Avant que Maïm lise cette liste qui est fascinante, je vais donner mon point de vue non scientifique qui risque de susciter des critiques, n'est-ce pas? Parce que je crois que toute cette liste est une tentative de quantifier et de qualifier ce qui est différent. Pendant si longtemps, nous avons vécu dans des sociétés qui s'attendaient à ce que les enfants et les gens se comportent d'une certaine manière, et si vous sortiez de cette courbe de Gauss, alors vous étiez inacceptable d'une certaine façon. Et nous allons vous formater pour que vous puissiez rester assis à votre bureau, pour que vous puissiez travailler à l'usine, pour que vous puissiez être un bon contributeur à la société de la manière dont il a été déterminé que vous deviez exister. Et je pense que plus que jamais, les gens sont libérés de cette attente, que beaucoup des contraintes de la société ont été levées et que les gens découvrent. Attendez une seconde, je peux parler du fait de ressentir les choses différemment. Je peux parler de percevoir le monde différemment. Plus que jamais auparavant, chacun peut faire entendre sa voix et vivre une expérience individuelle, et c'est normal si vous sortez du milieu de la courbe de Gauss. Donc, les personnes neurodivergentes, ce sont les catégories auxquelles les gens s'identifient souvent avec cette étiquette de neurodivergent. Donc, les personnes avec un trouble du spectre autistique. Certains pourraient dire que toutes les personnes atteintes de troubles du spectre autistique sont neurodivergentes, mais que toutes les personnes neurodivergentes ne sont pas atteintes de troubles du spectre autistique. Le TDAH en est un autre qui peut survenir, vous savez, à la fois avec l'autisme ou séparément. Si vous avez un TDAH, il y a de fortes chances que vous fassiez partie de cette catégorie de neurodivergents. La dyscalculie, qui est une difficulté avec les mathématiques. La dysgraphie, qui est une difficulté à écrire. La dyslexie, des difficultés avec la lecture. La dyspraxie, qui est une difficulté avec la coordination. Un trouble du traitement sensoriel fait partie de la neurodivergence. L'anxiété sociale est considérée comme relevant de la neurodivergence. Les choses que je viens de mentionner, je pense que beaucoup de gens seraient d'accord. Genre, je fais juste les choses différemment. Mon cerveau est différent, vous voyez? Mais dans la catégorie de la neurodivergence, on retrouve aussi des choses comme le syndrome de Tourette. On retrouve aussi le syndrome de Williams. Certaines cliniques identifient le syndrome de Prader-Willi, que j'ai étudié pour mon mémoire. Même le syndrome de Down fait aussi partie de la neurodivergence. Les déficiences intellectuelles relèvent de la neurodivergence, même les troubles et diagnostics de santé mentale, comme le trouble bipolaire ou le trouble obsessionnel compulsif. Donc pour moi, quand j'aborde ce sujet, cela ne pose pas immédiatement un problème, mais plutôt un défi pour nous. Parce que maintenant, nous avons un terme qui est énorme, vraiment, vraiment large. Parce que ce que cela veut dire, c'est que quelqu'un avec, disons, le syndrome de Down et quelqu'un qui est dyslexique seraient regroupés sous la même catégorie. Et évidemment, il y a des choses qu'ils vont avoir en commun, mais il y a beaucoup de différences. C'est pourquoi nous ne nous fions pas à un seul diagnostic de neurodivergence. Ce terme manque de précision. Nous souhaitons être plus spécifiques pour identifier les ressources nécessaires. Donc, par exemple, ce n'est pas utile de dire, vous savez, aux parents d'un enfant de 4 ans que son enfant est neurodivergent, parce que cela pourrait signifier un trouble du spectre de l'autisme. Cela pourrait signifier le TDAH. Cela pourrait signifier un trouble du traitement sensoriel. Cela pourrait signifier la dysgraphie. Donc, ces catégories spécifiques existent pour une raison, mais vous voyez, c'est l'autre chose que je voulais souligner. Nous avons donc un terme très large. Premier défi, car il s'applique à beaucoup de choses. Deuxième défi, le chevauchement entre beaucoup de ces syndromes et diagnostics est énorme. Donc, quand vous pensez à un diagramme de Venn classique, n'est-ce pas? 2 cercles, peut-être 3, n'est-ce pas? Nous parlons de personnes qui ont l'autisme, l'anxiété sociale et le TDAH. Il y a des personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs qui sont aussi anxieuses. Certaines personnes avec un trouble obsessionnel compulsif ne sont pas anxieuses, non? Donc, l'hésitation que j'ai, vous savez, c'est que nous voulons être aussi précis que possible quand nous parlons personnellement, quand nous parlons cliniquement. Mais évidemment, les réseaux sociaux et ce genre de conversation culturelle ont tendance à devenir beaucoup plus larges.
L'une des façons très informelles de mesurer ce genre de choses, c'est de regarder, vous savez, quels sont les hashtags les plus utilisés. De quoi les gens parlent-ils dans ces cercles sur les réseaux sociaux? Il faut admettre que notre recherche était très spécifique et imparfaite, car l'usage d'un hashtag ne veut pas forcément dire que c'est plus répandu en général, mais seulement ce dont les gens souhaitent discuter. Par exemple, il y a 14,5 millions de tags pour le hashtag autisme, n'est-ce pas? C'est une catégorie beaucoup plus large et une conversation bien plus vaste, surtout que, comme vous le savez, l'autisme a séparé le diagnostic d'Asperger et l'a regroupé avec le trouble du spectre autistique, qui peut aussi inclure l'autisme non-verbal, n'est-ce pas? TDAH, 5,9 millions de tags TOC, 2,6 millions. La dyslexie compte environ 1 million de tags. D'autres troubles comme le trouble dissociatif de l'identité en ont moins, disons 244 000. 200 000. Donc, l'autisme est beaucoup évoqué, surtout dans ce genre de cercle. Vous savez, il y a énormément de contenu vraiment intéressant et dans de nombreux cas, drôle et dans de nombreux cas, très réconfortant. Nous avons regardé certaines des vidéos TikTok les plus partagées à ce sujet. Vous savez la différence entre ce que vivent les autres personnes et ce que vivent les personnes qui s'identifient comme neurodivergentes. Des discussions sur le camouflage social, des discussions sur la façon de soutenir son système nerveux. Comment travailler avec son cerveau et non contre lui? Quels sont les super-pouvoirs associés à certaines de ces catégories de neurodivergence? L'un des TikTok que j'ai vraiment aimé montrait quelqu'un faire exactement toutes les choses que je fais. Acheter des plantes, nettoyer, organiser, réarranger les meubles. Certaines des choses que je préfère faire avec mon cerveau. Il y a une blague récurrente dans notre famille. Chaque fois que tu vas chez Mayim, on dirait qu'elle est sur le point de déménager. Il y a toujours une pile de choses qu'elle a réorganisées, posées sur le trottoir, décidées à donner. Elle a trié les affaires d'enfance de ses enfants et s'est rendu compte que ce n'est plus nécessaire. Et tu peux clairement reconnaître ces périodes intenses. Ce sont juste des niveaux profonds d'organisation et de nettoyage. Mayim Bialik's Breakdown est sponsorisé par Lelo. Parlons d'un sujet dont on ne parle clairement pas assez, le plaisir personnel. Parlons de la masturbation. La masturbation est un aspect normal, sain et valorisant de l'expérience humaine. La science nous apprend que les neurotransmetteurs du bien-être libérés pendant la masturbation, comme la dopamine et les endorphines, sont des éléments importants pour notre santé globale. L'orgasme libère de l'ocytocine qui favorise la relaxation. Malheureusement, il existe une grande disparité dans les taux d'orgasme. Les femmes hétérosexuelles ont moins souvent d'orgasme que leurs partenaires masculins. Cela provient souvent d'un manque d'attention à la stimulation clitoridienne, essentielle, ou d'un manque de communication sur le plaisir féminin et d'idées reçues sur l'anatomie féminine. Heureusement, Lelo est là pour combler cet écart. Lelo n'est pas simplement une autre marque de sextoy, c'est la marque de sextoy. Réputé pour son design luxueux, sa qualité et sa technologie innovante, Lelo inspire confiance à des millions de personnes dans le monde entier, notamment par des célébrités, influenceuses et expertes en sexualité. Ce ne sont pas de simples gadgets ou des tendances. Il s'agit vraiment d'un plaisir qui est raffiné, intentionnel et sacrément élégant. En ce moment, pendant le Black Friday, en plus des offres sur les produits haut de gamme de Lelo, nos auditrices spéciales MBB peuvent utiliser notre code promo MIM20 pour bénéficier de 20% de réduction supplémentaire, cumulable avec les remises du Black Friday et valable sur tous les produits. Avec notre code de 20%, vous bénéficiez de 20% de réduction supplémentaire sur des articles déjà en promotion sur le site de Lelo. Ce n'est pas tout le monde qui a droit à ça. Sona est l'un des best-sellers de Lelo pour une bonne raison, et il est de retour, encore meilleur qu'avant, avec une silicone ultra douce, 10 modes de plaisir et 16 niveaux d'intensité. Je ne savais même pas qu'il y avait 16 niveaux d'intensité. Sona 3 Cruise est conçu pour procurer le genre de plaisir profond et enveloppant que vous méritez. Sa technologie Smooth Rise augmente l'intensité progressivement. Il ne vibre pas, il pulse grâce à des ondes soniques qui pénètrent sans contact direct et s'ajustent automatiquement pour maintenir une intensité constante, ce qui donne un orgasme plus complet, plus profond et plus intense. Et qui ne voudrait pas ça? Le plaisir ne s'arrête pas là. Profitez de 20% de réduction supplémentaire avec le code MIM, 20 cumulable avec les offres Black Friday sur tous les produits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour sublimer vos moments intimes. Mayim Bialik's Breakdown est soutenu par Our Place. La plupart des ustensiles de cuisine antiadhésifs contiennent encore des toxines nocives.
Une étude du Ecology Center en Californie a montré que 80% des poêles antiadhésives contiennent du téflon, un PFAS pouvant se retrouver dans votre nourriture, maison et corps, un sujet déjà abordé à plusieurs reprises dans Mayim Bialik's Breakdown. De plus, une toute nouvelle étude publiée dans Science of the Total Environment a révélé qu'une seule rayure sur une poêle antiadhésive peut libérer environ 9000 particules de plastique. Orplast fabrique des ustensiles de cuisine performants et non toxiques. Leurs produits sont fabriqués sans polluants éternels comme les PFAS et les PTFE, donc vous pouvez cuisiner en toute confiance sans vous demander ce qu'il y a dans votre poêle, à part ce que vous cuisinez. La batterie de cuisine Urplace transformera votre cuisine rapidement, comme il l'a fait pour la nôtre. Cet ensemble comprend 2 poêles multifonctions Always Pan et 2 casseroles parfaites en format mini que j'adore, ainsi qu'en taille normale, qui remplacent une pile encombrante et coûteuse de casseroles. Voici l'une des poêles multifonctions Always Pan que nous adorons absolument. En plus, c'est un ustensile de cuisine magnifique. Avec 4 pièces, saisissez, faites sauter, frire, cuire, bouillir, rôtir, cuire à la vapeur et plus. Économisez $150 sur l'ensemble grâce à l'offre groupée. Leurs autres produits phares sont le Wonder Oven, un mini-four grille-pain révolutionnaire faisant aussi friteuse à air qui a été en rupture de stock 8 fois, fabriqué en acier inoxydable et en verre, offrant une expérience culinaire écologique et performante. La Always Pan est la poêle emblématique et la plus vendue, 10 en 1 qui permet de braiser, saisir, frire et cuire au four. Elle fait tout cela tout en limitant l'utilisation d'huile, ce qui est aussi très important. En plus, la Always Pan Pro, la première poêle anti-adhésive sans aucun revêtement, fabriquée en titane pur pour une durabilité imbattable avec une garantie à vie limitée. Ustensile de cuisine performant et durable, approuvé par des chefs étoilés Michelin. En plus d'être beau, Our Place propose actuellement sa plus grande promotion de l'année. Économisez jusqu'à 35% sur tout le site dès maintenant et jusqu'au 2 décembre, rendez-vous sur fromourplace.com pour découvrir pourquoi plus d'1 million de personnes ont choisi les ustensiles de cuisine Urplace. Et avec leur essai sans risque de 100 jours, la livraison gratuite et les retours gratuits, vous pouvez acheter en toute confiance. Profitez dès maintenant des soldes du Black Friday chez Our Place. Aucun code nécessaire. Et l'une des choses que j'apprécie vraiment dans cette notion de masquage, je ne sais même pas si c'est un terme que les gens savaient utiliser. Mais si vous êtes une personne neurodivergente et que vous vivez dans le monde, il y a tellement de choses que vous devez ressentir, que vous devez protéger. Je veux dire, c'est juste comme ça. Et c'est drôle parce qu'il y a tellement de choses que j'ai cachées dans ma vie parce que je ne pensais pas que c'était acceptable. Nous avons déjà évoqué que je dormais avec des poissons en caoutchouc attachés par un élastique. Par exemple, quand je partais en colonie de vacances, c'est comme dire « dis-moi que tu es neurodivergente sans le dire », j'imagine. Même dormir avec les mains sous soi, c'est ma façon de dormir. J'ignorais que c'était signe de neurodivergence, apparemment si. Ils appellent ça les mains de dinosaures ou de T-Rex. Je fais toujours ça. Une autre chose intéressante, encore une fois, c'est le fruit de mes recherches d'amatrice. Il y a tellement de quiz en ligne qui essaient de t'aider à savoir si tu es neurodivergente. Donc, ça m'a indiqué que d'accord, les gens cherchent vraiment ça. Beaucoup d'entre eux demandent de payer, ce qui était un autre indicateur. Les gens doivent vraiment chercher ça si des entreprises essaient de tirer profit de personnes qui recherchent littéralement la même chose que moi. Suis-je neurodivergente? Quiz gratuit. C'est ce que j'ai cherché. Donc, l'autre défi, au cas où vous ne l'auriez pas deviné d'après la liste que j'ai donnée plus haut, c'est comment savoir si vous êtes neurodivergente. Une façon serait d'avoir un diagnostic, c'est-à-dire si on vous a dit que vous êtes sur le spectre de l'autisme, si on vous a dit que vous avez un TOC, si on vous a identifié comme ayant un trouble du traitement sensoriel, c'est un peu votre ticket d'entrée dans le monde de la neurodivergence. Mais j'ai passé un quiz dont nous ne parlerons pas ici, mais le truc drôle, c'est que ce quiz dit qu'il est conçu pour découvrir quel profil neurodivergent est le vôtre. Et je me suis dit, eh bien c'est super. Qui sait ce que je vais découvrir? Ce test m'a dit que j'avais le syndrome de Gilles de la Tourette. Il m'a dit qu'il est très probable que j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette. Ce qui m'intéresse en tant que neuroscientifique, c'est que nous avons une méthode très spécifique pour diagnostiquer cliniquement les personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette. Je pense que je serais négative à un test sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Mais mon test de neurodivergence m'a orienté vers le syndrome de Gilles de la Tourette comme diagnostic possible.
Pour ceux qui connaissent le syndrome de Gilles de la Tourette, vous devinez sûrement le type de question. Jonathan, as-tu une idée, en me connaissant, pourquoi cela a pu ressortir? Et je ne dis pas que le test est faux. C'est quand même audacieux qu'un test dise ça. Pourquoi le syndrome de Gilles de la Tourette serait-il ressorti chez moi? Je ne connais pas très bien le syndrome de Gilles de la Tourette, ni les critères, les exigences pour rentrer dans cette catégorie. Mais si je devais deviner et supposer que tu en avais peut-être une petite touche, tu as beaucoup de mal à retenir quelque chose qui veut sortir de ta bouche, à ne pas le laisser sortir. Oh, très bien. D'accord, très bien. Donc, certaines des questions portaient sur le niveau d'inconfort que je ressens dans certaines situations. Que ce soit l'envie de dire quelque chose, de vouloir exprimer quelque chose, de ne pas pouvoir contrôler, d'interrompre, des choses comme ça. Donc oui, très bien, Jonathan. Pour moi, cela montrait un peu l'imprécision qui peut survenir lorsque nous cherchons des diagnostics précis sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est juste moi qui mets un peu ma casquette officielle. Cependant, j'ai trouvé un autre test de 20 questions que j'aimerais passer en revue ici. Alors, sortez vos crayons, tout le monde. Ce sont des questions auxquelles on répond par oui ou non. Donc, ce n'est pas la façon la plus précise de faire ce genre de quiz, mais c'est un bon oui-non. Et je ne vous dirai pas combien de oui il faut surveiller. Numéro 1, trouvez-vous souvent les situations sociales confuses ou accablantes? D'accord. Avez-vous un intérêt intense pour des sujets spécifiques que d'autres pourraient trouver inhabituels ou obsessionnels? Celle-ci est difficile. Ah! Lequel dirais-tu pour moi? Non. Que dirais-tu pour moi? C'est un non pour toi. Non. Je compte le nombre de questions auxquelles, selon moi, tu devrais répondre oui. Et ensuite, toi et moi, on comparera. La raison pour laquelle je dirais ça, ce n'est pas que c'est un non pour toi et un oui absolu pour moi. Tu te souviens quand on regardait les World Series et je voulais parler sans fin de tous les détails. D'accord. Et tu as fait cette tête. Bon, donc c'est un oui pour Mayam. J'ai un vif intérêt pour certains sujets que d'autres jugent parfois inhabituels ou obsessionnels. En tant que scientifique, j'ai appris à comprendre ce que d'autres trouvent inhabituel, mais je crois que ça va plus loin. Je pourrais parler de pompons pendant des heures, mais personne ne veut vraiment écouter. Numéro 3, avez-vous du mal ou ressentez-vous un inconfort à maintenir un contact visuel lors des conversations? Numéro 4, aimez-vous les routines et êtes-vous contrarié si elles sont perturbées? Je me suis déjà énervé 3 fois pendant ce podcast à cause de ma routine perturbée. Numéro 5, êtes-vous très sensible à certaines lumières, sons ou textures? Numéro 6, manquez-vous souvent des indices sociaux ou trouvez-vous difficile d'interpréter le langage corporel et les expressions du visage? Numéro 7, trouvez-vous qu'il est difficile de vous faire des amis ou de maintenir des amitiés? Numéro 8, ressentez-vous le besoin d'accomplir des comportements ou rituels répétitifs? Intéressant. Numéro 9, vous dit-on que vous prenez tout au pied de la lettre ou que le sarcasme vous échappe? Vous prenez vraiment tout au pied de la lettre. Numéro 10, avez-vous du mal à gérer ou à comprendre vos propres émotions? Numéro 11, vous sentez-vous souvent épuisé ou anxieuse après des interactions sociales? Numéro 12, avez-vous du mal à vous concentrer sur des sujets qui ne vous intéressent pas? Avez-vous aussi de longues périodes de concentration intense sur des sujets ou des activités qui vous intéressent? Numéro 14, avez-vous une forte fascination pour les motifs, les chiffres ou la catégorisation d'informations? Celle-ci est difficile. Tu n'as pas une fascination aussi intense. Je veux juste dire que je ne t'ai jamais vu être à ce point fasciné par des motifs, des chiffres ou des catégories. Genre, j'apprendrai la classification décimale de Dewey avec une intensité inégalée, ou les maths. Non, ce n'est pas ton cas. Je veux dire, tu as une fascination, mais je ne dirais pas qu'elle est intense. 15, trouves-tu les changements de plan soudains ou les imprévus particulièrement pénibles? Non. Numéro 16, as-tu toujours eu l'impression d'être différente des autres ou de ne pas t'intégrer? As-tu un fort sens de la justice et de l'équité et es-tu particulièrement bouleversé lorsque celles-ci sont bafouées? Parles-tu souvent longuement de tes centres d'intérêt sans remarquer que les autres ne sont plus intéressés? 19. Les transitions sont-elles particulièrement difficiles pour toi, comme sortir de la douche par exemple? Comment savait-il ou passer de la maison au travail? Celle-là est intéressante. Dernière question. Deviez-vous travailler plus que vos camarades pour avoir les mêmes notes? D'accord. As-tu des noms? Disons simplement.
En général, je peux soutenir le regard grâce à mon côté actrice. Mais si je ne fais pas un peu semblant, vous savez, d'avoir la capacité de soutenir le regard, je n'aime pas trop ça. Attendez, je ne rate pas les signaux sociaux. Vraiment pas. Je suis trop attentive aux signaux sociaux. Je suis trop attentive au langage corporel et aux expressions du visage, à un niveau qui devient un handicap, vous voyez. Donc, ce sont tous des oui. Je ne trouve pas difficile de comprendre le sarcasme, mais je connais beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Oui. Donc, pour le reste, ce serait un oui. Alors, combien? J'en suis à 18. Laisse-moi juste vérifier ici. J'ai 4 oui et demi. Non, 5 oui et demi. Eh bien, c'est fascinant parce que tu as 11 oui. J'étais prudente et tu as 11 réponses positives. Je n'en ai que 5 et demi. Non, Ce n'est pas vrai. peut-être 6. Peut-être 11. D'accord, c'est quoi la limite? D'accord, c'est parti. Voici celles auxquelles je pense. Les situations sociales te semblent souvent confuses ou accablantes. Je n'ai pas eu de oui pour ça. D'accord, vas-y. Tu n'es effectivement pas à l'aise avec le contact visuel, pas au travail, mais dans les situations sociales, je dirais. Tu es sensible à la lumière, au son et aux textures. Oui, pour celle-là, j'ai répondu oui. Je dirais que c'est difficile pour toi de te faire des amis et de maintenir des amitiés. Pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, ou que tu n'es pas sociable, ou que tu n'aimes pas les gens, ou qu'on ne puisse pas t'apprécier, mais je pense qu'à cause de beaucoup de ces autres caractéristiques, ça peut être difficile pour toi. Si tu n'es pas attiré par la culture des bars, cela change la nature de l'amitié à l'âge adulte parce que ce sont les endroits où les gens vont et se font des amis. Je ne pense pas que ce soit difficile pour toi de comprendre tes propres émotions, mais je pense que parfois, oh d'accord, tu as beaucoup de facilité à les gérer. Je crois que tu as du mal à te concentrer sur ce qui ne t'intéresse pas. Oh oui, c'était quel numéro ça? J'étais totalement d'accord avec ça. Oui, c'était le numéro 12. Oh, Ouais, 12 c'est oui, 13 aussi, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. des périodes prolongées de concentration intense. Oui. Tu t'es sentie différente et en décalage avec les autres. Oui. 6. Oui, pour le numéro 20, j'ai dit oui car je devais travailler plus dur que mes camarades. Oui. Et on sait exactement pourquoi pour certaines choses. À partir de combien de oui doit-on s'inquiéter? Ce que Squeeze recommande, c'est que si vous répondez oui à beaucoup de ces questions c'est ça le plus important. Si vous répondez oui à beaucoup de ces questions et que vous remarquez des difficultés au travail, dans vos relations, dans la vie, il serait peut-être judicieux d'en parler à un spécialiste. Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, mais que vous n'avez aucun problème au travail, dans votre relation, que vous n'avez pas vraiment de soucis à régler, alors il n'y a pas forcément de problème à résoudre. Il se peut que vous ayez un travail qui correspond vraiment à tout ce que vous êtes. Il se peut que vous viviez dans un monde et dans une ville qui correspondent à toutes ces choses chez vous. Si vous vivez dans un lieu bruyant avec de nombreuses sirènes et camions de pompiers, vous pourriez avoir plus de difficultés qu'une personne ayant la même sensibilité mais vivant à la campagne. Cela dépend non seulement de votre réponse positive, mais aussi de la présence de difficultés dans des aspects de votre vie où ce diagnostic pourrait aider. Nous encourageons les gens à l'examiner. Et même si vous ne rencontrez pas de difficultés, cela peut donner un peu de perspective sur ce que vous pensiez être normal. Je connais beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de la tension dans les situations sociales et pensent juste que c'est normal. Ils ne réalisent peut-être pas que leur façon de fonctionner joue un rôle là-dedans. Donc cela peut simplement aider à mieux comprendre, à apporter plus de conscience de soi. Je voudrais parler un peu de ce qui est génial dans le fait d'être neurodivergente et de certaines choses incroyables qui se produisent quand on arrête. De nous voir comme quelque chose à réparer et de voir notre cerveau comme quelque chose à mieux comprendre. Cette notion de neurodivergence est une sorte de miroir culturel qu'on nous tend. Cela, dans de nombreux cas, nous aide à comprendre pourquoi nous semblons parfois vivre le monde de façon si intense, n'est-ce pas? Pour celles d'entre nous à qui on a dit ou qui ont ressenti que nous étions trop, ou que nous ressentions trop, ou que nous étions trop sensibles. Ou pour celles à qui on a dit « tu vis les choses d'une manière que les autres ne peuvent pas supporter ».
Ce terme peut être très réconfortant car dans de nombreux cas, c'est vrai, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir de pouvoir ressentir profondément. C'est un super pouvoir de pouvoir vivre les choses intensément. Mais pour beaucoup de personnes, en particulier celles qui peuvent avoir une dyslexie, une dyspraxie ou une dysgraphie, cela peut ne pas sembler être un super pouvoir sur le moment. Donc, une partie de cette démarche visant à mieux comprendre les implications plus larges de la neurodivergence consiste aussi à nous aider à comprendre ce que recouvrent certaines de ces autres réalités. Donc, beaucoup de personnes qui sont dyslexiques, autrefois, on vous collait cette étiquette et elle vous suivait toute votre vie. Et maintenant, ce que j'aime dans la conversation sur la neurodivergence, c'est que je suis peut-être dyslexique, mais voici d'autres façons dont mon cerveau fonctionne qui ne sont pas celles des personnes qui ne sont pas dyslexiques. Quelle est l'opportunité que la neurodivergence m'offre? Beaucoup de personnes ont une connexion spirituelle particulière, une façon différente de voir le monde qui leur apporte énormément de joie et une autre perspective. Ces choses-là accompagnent aussi le fait d'être neurodivergente. Vous savez, Jonathan parle beaucoup de créativité. Vous savez, la pensée linéaire et la pensée claire sont très importantes. La pensée rationnelle est très importante. Mais aussi, ce n'est pas de ça que sont faits les rêves, n'est-ce pas? Les rêves naissent de la capacité à imaginer l'impossible et à penser au-delà du cadre dans lequel ces quatre murs nous poussent à fonctionner. Certaines des plus grandes avancées dans notre culture et notre société à travers l'histoire ont été réalisées par des personnes qui pensent et voient des choses qui n'existent pas encore. Ils sont capables d'imaginer un avenir qui n'a pas encore été créé, de voir les limites de la société d'aujourd'hui et de trouver des moyens de faire avancer la société. Et pour cela, il faut être capable de penser différemment. Donc, la pensée linéaire que tant de personnes ont naturellement ou avec laquelle elles naissent. Quand on est dyslexique, quand on a une différence qui ne permet pas de s'intégrer au système classique. Ses dons et ses capacités de percevoir différemment, d'imaginer autrement, d'utiliser différentes parties de votre cerveau pour arriver là où tout le monde va. Il s'affine et se développe facilement. Et on le constate encore et encore. Eric Weinstein dit que, vous savez, ceux qui sont à la marge dans nos classes, souvent les enfants qui ne s'intègrent pas, qui ont des difficultés, sont ceux qui aideront à trouver des solutions innovantes et nouvelles auxquelles les autres ne pensent pas. Et avant que ceux d'entre vous qui ne se considèrent pas comme neurodivergents ne se sentent mal de ne pas l'être, il s'agit d'un très large spectre. Tout le monde s'y trouve quelque part. Mais pour revenir à ce point historique, Jonathan, vous savez, il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Et vous savez, une sorte d'approche ludique, pas une réécriture de l'histoire, mais une revisite de nombreuses figures historiques à travers notre histoire. Vous savez, parmi les plus notables, il y a Emily Dickinson. Il y a eu une analyse vraiment intéressante de sa poésie, de ses écrits, et Albert Einstein, n'est-ce pas? Avant, on disait « Oh, le professeur fou », non? Albert Einstein était dyslexique et on pense aussi qu'il avait probablement un TDAH et qu'il était sur le spectre de l'autisme. Ils ont évidemment étudié son cerveau après sa mort. En plus, tu sais, pense aux artistes. Pense à des artistes comme Andy Warhol. Ils sont presque sûrs qu'Andy Warhol était dyslexique et aussi sur le spectre. Et tu sais, on a cette liste vraiment incroyable que nous avons rassemblée d'acteurs et de personnalités publiques, dont beaucoup sont venus sur notre podcast et ont parlé d'aspects de la neurodivergence. Donc, le TDAH est quelque chose dont on entend beaucoup parler chez les personnes créatives. Tu sais, nous avons reçu Joel McHale et Mel Robbins qui parlent du TDAH et de la dyslexie. Jodie Sweetin en a parlé avec nous. Tu sais, on a aussi parlé avec des gens du trouble obsessionnel compulsif. Howie Mandel, Simon Helberg de The Big Bang Theory étaient sur notre podcast pour parler du TOC, Mara Wilson, Daryl DMC McDaniels de Run DMC. Il a parlé du TOC. De nombreuses personnes ont évoqué leur dyslexie et d'autres capacités. L'épisode avec Lorna Byrne en a parlé. Et beaucoup de nos invités ont parlé, vous savez, soit de troubles bipolaires, d'anxiété sociale, vous savez, de beaucoup de ces différentes choses qui entrent toutes dans cette catégorie de la neurodivergence. Je voulais aussi faire un clin d'œil à Billie Eilish, qui a le syndrome de Gilles de la Tourette et qui en a parlé ouvertement. Et c'est vraiment, vraiment fascinant de la voir en parler et d'entendre son expérience avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Beaucoup d'acteurs et les personnalités publiques en parlent de plus en plus. Ils sont plus à l'aise d'en parler.
Henry Winkler a beaucoup fait pour la dyslexie. Bill Gates, dyslexique et TDAH, il s'en est plutôt bien sorti. Il y a tellement d'acteurs, Ethan Hawke, Whoopi Goldberg, Anthony Hopkins, Simone Biles, Tom Holland, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Megan Fox. Je veux dire, cette liste est tout simplement incroyable. Orlando Bloom, Will Smith, dyslexie, Keanu Reeves, dyslexie, Woody Harrelson a parlé du TDAH, Rachel Bloom a parlé du TDAH. C'est tellement intéressant de voir combien de personnes se sentent désormais à l'aise d'en parler. Je pense que parce qu'on ouvre la discussion, au lieu que ce soit perçu comme une punition ou une honte, c'est en fait quelque chose chez toi que, dans beaucoup de cas, on ne peut pas changer. Y a-t-il des comportements que nous pouvons adapter pour nous faciliter la vie, pour aider les autres à nous comprendre? Absolument. Mais comme Jonathan l'a dit, nous ne voulons pas nous passer de cette diversité des modes de fonctionnement et de l'expérience humaine. C'est ce qui rend tout si coloré. C'est absolument vrai. Il s'agit vraiment de se comprendre soi-même, de comprendre comment nous fonctionnons, mais pas toujours de le changer. Donc, vous savez, pour certaines personnes, les médicaments contre le TDA ou le TDAH sont vraiment utiles pour les aider à faire ce qu'elles veulent faire. Pour moi, quand j'ai essayé, ce n'était pas adapté. Je l'ai utilisé, j'ai fait des essais. Et puis, ce que j'ai constaté, c'est que certains compléments peuvent vraiment être utiles, pas tout le temps, mais quand j'ai besoin de me concentrer davantage. Aussi, la caféine m'affecte de certaines façons, le sommeil, l'exercice. Donc, dans tout cela, je dirais qu'il s'agit de se comprendre soi-même, pas forcément de se réparer ou autre, mais d'obtenir le soutien dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est un excellent point, Jonathan. Et cela nous amène à une petite conversation que j'aimerais avoir sur la neurochimie et le cerveau, et sur ce qui se passe dans le cerveau neurodivergent. Mind Bio Breakdown est soutenu par Incogni. Vos données personnelles en ligne font de vous une cible facile pour les arnaqueurs. Des sites publient légalement et profitent de vos informations, noms, adresses et dossiers judiciaires. Une fois en ligne, ces informations attirent harceleurs, voleurs d'identité et personnes malveillantes. L'an dernier, les violations de données ont augmenté de plus de 200%. Vos données privées pourraient déjà figurer sur des annuaires douteux, des résumés IA ou des sites de recherche de personnes prêtes à être exploitées. C'est là qu'Incogni intervient. Incogni traque vos données personnelles exposées non seulement chez les courtiers en données, mais sur tout le web. Annuaires, moteurs de recherche, bases d'entreprises, tout disparaît. Leur fonctionnalité de suppression personnalisée va encore plus loin. Il vous suffit de leur envoyer un lien et votre experte dédiée à la protection de la vie privée s'occupera de la suppression. Ils feront disparaître tout dossier judiciaire ou profil douteux sur un site de recherche de personnes. Réduisez les risques d'escroquerie et d'usurpation d'identité. Protégez votre vie privée et retrouvez la tranquillité en ligne en 3 étapes. Créez un compte, accordez une autorisation unique et laissez Incogni faire le reste. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Ajoutez jusqu'à 3 adresses e-mail, adresse postale et numéro de téléphone pour accéder à plus de profils cachés. Avec l'abonnement illimité, envoyez tout lien et faites-le disparaître sans risque. Annulez à tout moment ou récupérez votre argent dans les 30 jours si vous n'êtes pas satisfaite. Les arnaqueurs deviennent de plus en plus malins, mais avec Incogni, vous avez toujours une longueur d'avance. C'est le seul service de suppression de données vérifié de manière indépendante par Deloitte, parce qu'en matière de vie privée, il faut des preuves. Reprenez le contrôle de vos données personnelles avec Incogni. Rendez-vous sur incogni.com/mayim et utilisez le code MIAM pour obtenir 60% de réduction sur un abonnement annuel. C'est le code MAYIM sur incogni.com/mayim. Mayim Bialix Breakdown est soutenu par Bob's Naturals. Vieillir est-il plus difficile que ce à quoi vous vous attendiez? Je sais que ça l'a été pour moi. Raideur matinale des articulations, récupération sportive plus longue, cheveux qui s'affinent, ongles cassants, peau sèche sans éclat. Vieillir n'est pas idéal, mais ce n'est pas une fatalité. Bob's Naturals. Collagen Peptides peuvent vous aider à faire reculer les effets du temps. À partir du milieu de la vingtaine, la production de collagène commence naturellement à diminuer dans votre corps. C'est là que Bob's Naturals Collagen Peptides interviennent. Bob's restaure le collagène à des niveaux proches de ceux de la jeunesse. Les articulations se renforcent, cheveux et ongles poussent mieux, la peau paraît plus lisse. Le collagène est la protéine la plus abondante. On l'appelle souvent la colle qui maintient littéralement notre corps ensemble. J'ai vraiment remarqué moins de douleurs articulaires. Mes cheveux, surtout ma barbe, sont plus brillants. Ma peau est plus lisse, plus saine, et j'ai pris les peptides de collagène naturel de Bob. Ça fait partie de mes shakes, et j'ai remarqué que je récupère plus vite après mes entraînements. J'adore ça. Je remarque que tu te plains moins d'avoir des courbatures, donc ça doit marcher.
Bubs est différent des autres produits de collagène, sans cochonnerie, sans sucre, sans édulcorant, ni agent de charge. Ils sont testés par des organismes indépendants, certifiés NSF Certified for Sport et approuvés Whole30, donc sains et fiables. Bubs est issu de manière durable de bovins nourris à l'herbe et élevés au pâturage et se dissout parfaitement dans le café, l'eau ou les smoothies, sans goût ni grumeaux. Ils ont plus de 100 000 clients satisfaits et ont été élus meilleur collagène de 2024 par Health.com. Bubs Naturals vend aussi des compléments d'électrolytes, le MCT Oil Creamer et bien plus encore. Vis mieux, plus longtemps, mais seulement pour une durée limitée. Nos auditeurs bénéficient de 20% de réduction chez Bubs Naturals en utilisant le code BREAK lors du paiement. Rendez-vous simplement sur bubsnaturals.com et utilisez le code BREAK et tout sera prêt après votre achat. Ils vont vous demander où vous avez entendu parler d'eux. Soutenez notre émission. Dites-leur que c'est nous qui vous avons envoyé. Je pense que c'est un point vraiment important. Il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de ces discussions font suite à des conversations plus anciennes sur l'autisme. Vous savez, il y a 10, 15, 20 ans. Peut-on guérir l'autisme? Aujourd'hui, la plupart des gens diraient non et je pense qu'ils auraient probablement raison. Mais quelles sont les caractéristiques de certaines des choses que nous observons dans la neurodivergence? Et existe-t-il des moyens pour nous d'avoir un meilleur contrôle sur nos comportements, sur nos pensées, sur nos actions? Je vais donc donner un exemple très simple. Beaucoup de gens étaient mal à l'aise dans ce genre de conversation. Si un pédiatre disait, disons, à la famille d'un enfant qui est sur le spectre de l'autisme, avez-vous envisagé d'éliminer le sucre? Les gens pourraient dire, ce n'est pas vos affaires. Quel est le rapport? Et pendant la majeure partie de l'ère moderne, on nous a dit de répondre « Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi devrais-je penser aux additifs? Pourquoi devrais-je penser aux colorants alimentaires? C'est fou, ça, c'est pour les hippies. » Eh bien, il s'avère que la science a rattrapé ce que beaucoup de parents avaient commencé à remarquer, à savoir que les symptômes varient en fonction de la quantité de sucre qu'un enfant consomme. Ils ont constaté que les symptômes varient dans certaines familles. Les symptômes dépendent de la quantité de conservateurs, édulcorants et colorants artificiels dans les aliments. Cela n'affecte pas tout le monde pareil. Et non, ces substances ne rendent pas autistes. Mais ce dont nous parlons, c'est que des processus chimiques sont à l'œuvre dans le cerveau, dans tout le système nerveux et dans tout le corps. Et les symptômes et les poussées, n'est-ce pas, dépendent dans de nombreux cas de l'environnement de la cellule. Et ce qui détermine l'environnement de la cellule, c'est ce qui y entre. Cela peut même être influencé par ce qui se passe sur le plan émotionnel. Toute personne qui se trouve sur le spectre neurodivergent, avez-vous déjà remarqué que vous avez plus de mal à vous réguler en période de stress? Se sentir plus déséquilibré lorsque l'environnement n'est pas agréable, se sentir plus déséquilibré ou perturbé quand quelqu'un que vous aimez souffre ou lorsque quelqu'un est décédé. Cela ne veut pas dire que cela aggrave votre autisme ou votre TDAH. Ce que cela signifie, c'est que votre cerveau et votre chimie traitent tout ce qui se passe et envoient des signaux du mieux qu'ils peuvent. Et nous savons qu'il y a une base génétique, et cela fait partie des recherches menées depuis des décennies. Y a-t-il un seul gène pour l'autisme? Bien sûr que non. Y a-t-il un seul gène pour le TDAH? Non. Nous découvrons qu'il existe de nombreuses composantes du métabolisme. Ce n'est pas seulement « est-ce que je mange des protéines? Est-ce que je mange des glucides? » Cela signifie comment le corps traite tout ce qui entre, n'est-ce pas? Métabolisme émotionnel, métabolisme psychologique. Toutes ces choses sont des facteurs dans les symptômes du TDAH, des diagnostics du spectre autistique. Pour certaines choses, comme le syndrome de Down, on ne verra pas de symptômes différents. Même pour le trouble bipolaire ou le TOC, ces troubles peuvent s'aggraver. Quand vous dites « Mon TOC est très fort cette semaine », c'est difficile. C'est probablement dû à d'autres facteurs comme l'alimentation, le sommeil ou d'autres processus métaboliques. Cela peut être ce que vous voyez sur Instagram ou dans les actualités. C'est tellement intéressant de réfléchir à l'environnement dans lequel nous sommes et à la façon dont cela nous impacte. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir un trouble avec un certain ensemble de symptômes ou une certaine manière d'être. Toute notre vie, y compris le sommeil, influence notre façon de fonctionner. Et c'est vrai pour les personnes dites normies, et c'est vrai, surtout pour les personnes qui peuvent avoir une différence dans leur façon de fonctionner. La question suivante, plus complexe, est « Que se passe-t-il dans le cerveau quand on parle de neurodivergence ?» La réponse, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, parce que pensez à la liste dont nous avons parlé.
Si vous me demandez ce qui se passe dans le cerveau avec la neurodivergence, je vous demanderai de quel aspect il s'agit. Si c'est sur l'autisme, je peux en parler un peu. Si vous me demandez ce qui se passe avec le TDAH, je peux aussi en parler un peu. Ce sera différent de l'autisme. Il peut y avoir un certain chevauchement. Ensuite, si vous me demandez pour l'anxiété, c'est aussi quelque chose de différent dans le cerveau. Et les troubles du traitement sensoriel, là aussi, c'est différent dans le cerveau. C'est un peu comme un spoiler. Je ne peux pas dire ce qui se passe dans le cerveau pour la neurodivergence sans savoir de quel type il s'agit. Donc, plus on peut être précis, plus je pense que la conversation peut devenir intéressante. C'est au-delà de ce qu'on va aborder ici, mais j'espère qu'on pourra traiter les sujets qu'on n'a pas encore abordés dans les épisodes de notre podcast, qu'on pourra finir par les aborder. Nous avons par exemple fait un épisode sur les empathes, abordant le trouble du traitement sensoriel, un peu d'anatomie et des implications neurochimiques. Ce que je peux dire de façon générale sur le cerveau, c'est que le cerveau, vous savez, est entièrement dédié à la détection des schémas et à la recherche de sens. Et il y a de nombreuses structures dans le cerveau, mais c'est le nombre de connexions dans le cerveau qui fait que c'est le cerveau. Il ne s'agit pas juste de savoir si telle partie de mon cerveau fonctionne ou si mon hippocampe est très développé. Il s'agit de savoir quelles sont les connexions que nous permettons à notre cerveau de créer et dans quels environnements nous nous plaçons pour faciliter cela. Donc, ce n'est pas une grande surprise. Si vous prenez une substance qui élargit la conscience et qui est conçue justement pour augmenter la connectivité et certains types d'expériences, vous allez obtenir une augmentation de la connectivité et certains types d'expériences. Mais pour les personnes neurodivergentes, elles peuvent déjà avoir certaines particularités qui les amènent déjà à voir les choses d'une manière totalement différente. Je remarque des schémas que d'autres ne voient pas. Je n'oublierai jamais ce moment avec mon ami Ému, qui a lancé notre chaîne YouTube il y a des années. Et j'étais, vous savez, fascinée par les nuages. Ils se déplaçaient très rapidement. C'était comme l'un de ces jours de printemps frais à Manhattan. Et j'ai dû interrompre la conversation que nous avions pour observer ce qui se passait. Il a levé les yeux et dit « Je n'aurais pas remarqué cela avant. Son cerveau n'était tout simplement pas programmé pour voir ce genre de choses. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela permet de nouvelles formes d'expression artistique et offre aussi des ressentis plus profonds face à des choses que d'autres ne remarquent peut-être pas. Donc, ce sont tous ces types de chemins qui, lorsque les gens sont très, très concentrés sur la rationalité, les chiffres et la logique, c'est là que le cerveau va souvent s'orienter, n'est-ce pas? Mais une fois que votre cerveau est déjà en quelque sorte ouvert à ces autres chemins, dans de nombreux cas, nous sommes alors plus susceptibles d'agir en fonction d'eux, de les voir et de les trouver dans des endroits où d'autres personnes ne les trouvent pas. L'une de mes choses préférées chez les personnes neurodivergentes, c'est ma capacité à avoir des conversations à plusieurs volets qui ne suivent aucun chemin linéaire, mais qui mènent toutes à un résultat incroyable. Cela signifie que nous pouvons parler de quelque chose, mettre ce sujet en pause, partir sur une digression. La digression est en fait liée au sujet. Et ce que je constate, c'est qu'ils peuvent voir que le fait d'avoir plusieurs conversations en même temps vient justement de l'interconnexion et du lien entre chacun des sujets. Lorsque vous apprenez à connaître quelqu'un, s'il répond à vos questions et parle de son histoire, cela permet de découvrir comment il a grandi. On me demande souvent « Pourquoi as-tu déménagé là-bas ?» En réalité, 6 facteurs différents ont généralement motivé mon départ. Et il y a mon fils, mon travail, ce que je faisais à l'époque. Et puis j'avais cet appartement. Et puis souvent, leur vie ne semble pas aussi simple que celle des gens qui se sont rencontrés, se sont mariés, ont eu des enfants et ont vécu dans la même maison pendant X années. Je pense que beaucoup de personnes atypiques finissent par avoir des histoires de vie plus compliquées, ce que j'adore explorer. J'aime bien cette théorie. Les personnes neurodivergentes ont des histoires de vie plus compliquées. Je pensais que tu parlais de la façon dont tu racontes ton histoire, ce que je trouve aussi un peu neurospicy. Donc oui, les deux sont vrais, mais j'ai commencé par la façon dont on parle de notre histoire. Et puis j'ai réalisé que la raison pour laquelle on parle de nos histoires de cette façon, c'est parce qu'elles sont parfois beaucoup plus compliquées. Donc, sans creuser trop profondément ici, je pense que c'est un point important à souligner. Tu sais, pourquoi les personnes neurodivergentes auraient-elles des histoires de vie plus compliquées? Dans cette catégorie, non?
Si on regarde dans cette catégorie, il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés à écrire, à communiquer ce qu'elles veulent dire, à comprendre les chiffres, à comprendre des choses abstraites. Si cela ne te vient pas aussi facilement qu'aux autres, beaucoup de choses basiques dans la vie peuvent sembler très difficiles. Beaucoup de choses basiques que tu veux maîtriser peuvent sembler très difficiles. Le nombre d'étapes nécessaires pour faire X, Y ou Z pour les personnes atteintes de TDAH peut être paralysant. Ça peut vraiment être paralysant. J'en ai parlé. Mon défunt père, il détestait remplir des formulaires. Je croyais qu'il détestait remplir des formulaires, qu'il était contre le système et l'establishment, disant « Je n'ai pas besoin de tout ça, le gouvernement, blablabla. » Genre « Je m'en fiche. » Mon père avait du mal à s'y retrouver dans un formulaire. C'était difficile pour lui. Je ne m'en suis sans doute rendu compte qu'après sa mort. Fils d'un comptable, on attendait de lui qu'il excelle avec les chiffres. Pourquoi n'est-il pas devenu comptable comme son père? Il disait « Parce que je suis un artiste. » En y repensant, il était très doué pour certains aspects liés aux chiffres. Il a tenté de se spécialiser en mathématiques à l'université avant de passer à l'anglais. Je pense qu'il manquait de soutien pour certaines choses, mais il y avait une certaine façon de penser à laquelle il n'avait pas accès, ce qui est devenu son identité. Je ne fais pas cela. Mais maintenant, en y repensant, je me demande, mon Dieu, quelles autres choses dans sa vie étaient difficiles? Qu'est-ce qui était encore difficile pour lui? Et je pense aux personnes que je connais, et beaucoup d'entre elles ont des histoires compliquées. Eh bien, je n'ai pas réussi à comprendre ça. Je n'ai pas pu y arriver. Et je n'ai pas réussi. J'ai perdu le truc. Et oui, c'est difficile d'être neuroatypique. Un terme très courant chez les personnes qui vivent la neurodivergence est le concept de camouflage, où ils doivent faire semblant d'être d'une certaine manière, de comprendre des choses qu'ils ne comprennent pas, ou de se présenter au monde d'une façon que les personnes normales les acceptent comme l'un des leurs. Et en fait, pour moi, l'expérience la plus marquante que j'ai eue a été d'aller dans une école. Il fallait en fait être neurodivergent d'une manière ou d'une autre pour pouvoir aller dans cette école. Et c'était la toute première fois où je n'avais pas à faire semblant. Je n'avais pas à faire semblant de savoir des choses que je ne savais pas. Je n'avais pas à faire semblant de comprendre l'exercice qui était donné en classe. Je pouvais dire « Attendez, je ne sais pas quand c'est à rendre ni ce qu'on attend de moi. » Et le soulagement que j'ai ressenti était incroyablement puissant. C'était un poids dont je ne me rendais même pas compte que je le portais. Et je pense que c'est vraiment ce qui se passe quand les gens commencent à réaliser qu'ils ont ces différences et à se connecter avec d'autres personnes qui ont ces différences, c'est que vous pouvez enfin être vous-même. Eh bien, et une autre chose qui se produit, c'est que cela crée beaucoup de tension. Si vous n'aimez pas entendre les autres mâcher, c'est de la misophonie, ce qui est le cas de Valérie. Je pense que nous pouvons en parler puisqu'elle l'a déjà dit. Le camouflage, c'est faire semblant d'aller bien quand quelqu'un mâche très fort juste devant vous. Voilà, c'est ça le camouflage. C'est quelque chose que vous devez faire. Et vous savez, un autre exemple qui a été donné dans un de ces TikTok, c'était de créer de la symétrie autour du toucher. Je dois trouver des moyens très astucieux pour obtenir la symétrie dont j'ai besoin avec le toucher. Je mange aussi les choses par groupe de 3. Maintenant, beaucoup de ces choses sont clairement, c'est là, on est vraiment dans le monde des TOC. On s'y installe confortablement, vous voyez, presque comme sur une chaise longue dans une piscine, dans le monde des TOC. L'une de ces idées, c'est que mes enfants se moquent de moi. Ils me donnent 2 crackers et je dis qu'il m'en faut un de plus. Ils répondent « Et si on ne t'en donne pas ?» Vous voyez jusqu'où je vais et je le fais même quand je suis seule. Il faut que ce soit par 3 et je dois trouver des moyens d'avoir de la symétrie dans la façon dont je mange et dans le toucher. Nous avons passé presque 6 ans ensemble et je ne savais pas que tu mangeais par 3. Donc tu te camoufles tellement bien que je ne m'en étais même pas rendu compte. À chaque fois, tu prends la part de ton enfant juste devant ton assiette. À chaque fois, oui, c'est 3. Je pense que la reconnaissance des schémas a beaucoup à voir avec la façon dont de nombreuses personnes neurodivergentes ont l'impression de ressentir de l'énergie quand quelque chose change ou que quelqu'un parle et tu te dis « il y a autre chose ». Qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne dis pas que c'est seulement ça. Je pense vraiment que beaucoup de personnes neurodivergentes perçoivent des choses qui vont au-delà des 5 sens.
Parle aussi de la reconnaissance de schémas et de la façon dont ça se manifeste. Je pense qu'il y a un sous-groupe particulier dont nous parlons, de personnes qui pourraient être neurodivergentes et qui s'intéressent à exploiter ces capacités d'une manière spirituelle ou énergétique. Tu sais, dans ce sens-là, je pense qu'il reste encore beaucoup de recherches à faire. Mais je pense aussi que dans beaucoup des conversations que nous avons eues, tu sais, dans ce podcast, à propos des personnes qui sont plus susceptibles de pouvoir entrer dans certains états méditatifs, certains états de concentration, que, tu sais, selon Suzanne Giesemann, on peut apprendre à atteindre soi-même. Tu n'as pas à être naturellement ce type de personne. Mais pour les personnes neurodivergentes qui pourraient avoir tendance à aller vers ce genre de choses, oui, je pense qu'on pourrait simplement dire « Oh, cette personne lit vraiment bien les autres » ou a une bonne compréhension historique. Cette personne aurait été comme la marieuse du village, non? C'est comment d'être à l'écoute de choses que les autres ne voient pas. J'observe des schémas et de la cohérence, y compris dans le langage, que d'autres ne voient pas. Je fais très attention aux détails et remarque ce que les autres ignorent. Je remarque presque toujours quand quelqu'un s'est fait couper les cheveux, même très courts. On me demande souvent comment je m'en rends compte. Mon propre mari ne l'a pas remarqué, tu sais, et moi je suis très observatrice, tu vois. C'est une partie de ce spectre pour moi. Cette notion de devoir avancer et à quel point on pratique le camouflage social. Et tu sais, je pense à combien d'entre nous, quand on était enfant, on se plaignait à nos parents ou à nos professeurs en disant que quelque chose n'allait pas. Genre, moi ça ne va pas, et on nous disait simplement que tout le monde ressentait ça. Tu vas bien. Et ça, en fait, ça m'énerve vraiment. Tu sais, quand j'exprime une difficulté et que l'autre personne essaye de me réconforter de façon disproportionnée en généralisant, comme si c'était universel. Et c'est comme non, et c'est littéralement ces 3 mots. Tu ne comprends pas. Quand tu vis certaines de ces choses, quand c'est comme « j'ai une pile de papier sur mon bureau » et Maïm me dit « occupons-nous de cette paperasse, remplissons ces formulaires ». Ce n'est pas une question de me motiver davantage. C'est comme si je devais vraiment rassembler toutes mes compétences, mes capacités, mon énergie au bon endroit. Je dois vraiment me préparer mentalement pour ça. Gérer une telle quantité de paperasse est tellement plus difficile que de faire quelque chose de créatif sur lequel je pourrais passer des heures. Oui, mais ça ne paie pas les factures. En fait, ça paye les factures. Non, ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est que si tu as une pile de factures à payer, littéralement, tu vois, et bien sûr, ce n'est pas aussi amusant ou stimulant. Et c'est très difficile de se motiver. On devait aller à une fête. On a dû assister à une fête, en fait, une fête de travail. Mais quand j'ai mis les pieds dans l'endroit où je pouvais voir les gens sur la terrasse à cette fête, mon pied ne touchait pas le sol. Tu sais, quand tu fais un pas, mon pied s'est arrêté en plein air. C'était comme si je ne pouvais pas aller plus loin. Je veux juste planter le décor pour les gens. Qu'étais-je en train de regarder? C'était horrible. Peut-être 10 personnes assises dehors sur une belle terrasse, toutes en train de grignoter des tacos, et puis environ 8 autres personnes assises ensemble, chacune pareille. Et il n'y avait pas de conversation collective. C'est comme si chacun était dans son petit coin en train de discuter. Et on aurait dit qu'un mime allait monter sur scène devant 100 000 personnes sans discours préparé. Tu tremblais. Tu m'as regardé comme si je te torturais. C'est ce que tu faisais, et tu t'es tourné vers moi en disant « Il faut qu'on... » Je ne peux pas. Non, c'était comme si... Je ne suis même pas sûr que tu formais des phrases. D'accord, Valérie, qu'as-tu à ton quiz? Environ 12. Oh, regarde ça. Regarde qui pense qu'elle est importante ici. Tu ne comprendras peut-être pas ce que je vais dire, car tu n'as eu que 12. Pour ceux d'entre nous qui sont à 17 et plus, Valérie, si tu regardais ce que Jonathan a décrit, parce que je sais que c'est un point sur lequel toi et moi, on se retrouve. Qu'est-ce qui, là-dedans, te semble pouvoir poser problème? C'est qu'ils sont déjà dans leur petite bulle à parler de leurs trucs. D'accord, oui. Je ne sais pas si je peux m'incruster. Ils s'arrêtent en pleine phrase et te fixent, attendant ce que tu vas ajouter à la conversation. Une énorme peur sociale. Mais pour moi, littéralement, quand Jonathan a dit la phrase, on regardait quoi? 10 à 15, déjà trop de monde. C'est déjà trop de monde. Tu as dit qu'ils traînaient. Ils sont beaucoup plus à l'aise que moi. C'est une belle terrasse. Je n'ai pas une belle terrasse comme celle-ci. Qu'est-ce que je fais ici? Manger des tacos? Je dois manger devant des gens. Et si je m'étouffe, si je bave, si j'essuie ma main sur mon visage, avec ma façon de manger, et si ma bouche reste ouverte, voilà.
En plus, tout le monde était dans son truc. Exactement ce que Valérie a dit. Donc tout ce que tu as dit qui semblait agréable, c'était comme de la lave en fusion qui bouillonne. C'est comme le Mordor. Je regarde le Mordor, l'œil de Sauron. C'est genre horrible. Il y avait aussi un superbe buffet, ce qui, je pense, t'a dérangé. Les tacos végétariens étaient principalement à la pomme de terre. Donc en fait, c'était juste un taco à la pomme de terre. Manger devant les gens. Oh, tu es végane? Je préfère ne pas en discuter. En fait, c'était vraiment très sympa, mais j'avais l'impression de forcer mon plus beau sourire. C'était vraiment charmant, les gens étaient adorables, je dois le dire. Parlons de la stratégie que tu as utilisée pour passer de cette première expérience à t'installer, choisir une place et finalement passer un très bon moment comme tu sembles l'avoir fait. Donc avant, ça aurait été l'alcool. Je pense que pour beaucoup de gens, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'alcool. Moi, je cherchais quelque chose, tu sais. Quand j'ai vu des chips, je me suis dit, voilà mon ami. Cette chips va tout arranger, ce qui n'est pas vraiment un bon mécanisme d'adaptation. J'allais m'offrir une limonade ou une boisson sympa, mais ça aurait impliqué de dire bonjour à plus de gens dans la zone des boissons. Alors j'ai évité ça. Qu'ai-je fait? Je suis resté près de toi. J'ai précisé qu'il était important de ne pas me laisser pour aller parler avec les autres, car je ne voulais pas rester seule. Non, je n'aime pas voir du monde toute seule. Parfois, tu connais des gens et tu aurais pu aller ailleurs. Mais qu'ai-je fait? Oui, enfin, j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, de ne pas pleurer, de rester assise. Est-ce que tu t'es dit que ça allait aller? Est-ce que tu avais un discours intérieur, un recadrage cognitif en TCC? J'avais en tête que j'avais ma propre voiture si jamais j'avais besoin de partir, c'est-à-dire que c'était important pour moi de savoir qu'il y avait une possibilité de sortie. Oui, et je ne me suis pas non plus forcée à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Je ne pouvais pas me forcer. On aime bien jouer au cornhole. Il y avait un jeu de cornhole, mais je n'étais pas prête à quitter mon canapé et la position qu'on avait trouvée. J'ai quand même retrouvé des gens que je connaissais, tu sais, je connaissais quelques personnes. Donc au moins, ça faisait un petit point de repère. Il s'est aussi produit quelque chose de très drôle, une parenthèse que nous aborderons de façon assez anonyme. Une praticienne énergétique à qui j'ai déjà demandé conseil était à cette fête et je ne le savais pas. Et je n'aime pas croiser des thérapeutes en dehors de l'endroit où ils travaillent. Heureusement, on arrivait à la fin de notre séjour, mais il était hors de question que je discute avec cette personne qui sait beaucoup de choses sombres sur moi et m'a déjà imposé les mains. Donc c'était agréable, mais quand j'allais en thérapie, si je la voyais se diriger vers les toilettes, je me disais « je n'ai plus besoin d'uriner ». Je n'urinerai plus jamais parce que je ne veux pas entrer dans les toilettes si elle y va en même temps. Écoute, ce que j'entends, c'est que tu as vécu une expérience, tu avais une stratégie, tu avais des mécanismes pour t'aider à traverser ça et tu connais aussi tes limites. C'est vrai. Même, parle un peu de l'idée de la façon dont la neurodivergence peut être liée aux empathes ou aux personnes qui sont très sensibles. Je pense que, comme nous en avons parlé, tu sais, selon les voies qui sont plus mises en avant dans différents cerveaux, je pense que pour les personnes neurodivergentes, on parle de cerveaux qui, oui, prêtent peut-être moins d'attention à des choses auxquelles, disons, les personnes normales prêteraient attention. Et cela signifie qu'ils ouvrent, techniquement, des voies qui les rendent plus disponibles pour se connecter à d'autres choses. Je pense qu'il reste encore beaucoup de recherches à faire. Encore une fois, le terme neurodivergence est très large. Le travail de Kai Dickens sur les télépathy tapes ouvre aussi une discussion sur la non-verbalité. Quelles autres voies explorer? Cela semble révéler de nouvelles capacités perceptuelles. Vous savez, la fiabilité, la prévisibilité et la constance de cela restent à voir. Mais je pense que certaines de ces conversations que les télépathy tapes ont apportées, à la fois à nous et à la communauté au sens large, reviennent un peu à dire « oui, qu'est-ce qu'on sait sur la façon dont le cerveau veut traiter l'information, surtout lorsqu'il y a des déficits supposés dans d'autres domaines? » C'est vraiment intéressant. Et l'hypersensibilité, surtout aux vêtements, aux environnements et aux sons, est une corrélation intéressante que nous observons chez les personnes qui présentent ces différences. Oh oui, absolument. Et vous savez, j'ai aussi des enfants. Donc nous avons aussi vu à quel point les jeunes sont traités différemment lorsqu'ils ont ces préoccupations et ces demandes. Vous savez, beaucoup de gens ont accusé certains groupes de notre société d'être privilégiés et de penser à ces choses-là. Mais quand je pense à mon père, je me demande comment était sa vie quand il était enfant. Je me demande combien de problèmes il a eu jeune sans que personne le sache.
et combien de générations ont été négligées dans leurs besoins de soutien, d'acceptation et de sécurité sur ces sujets. C'est un point vraiment important. Je pense que l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour un enfant, c'est de voir qui il est, de reconnaître les choses qui lui sont propres. Évidemment, nous ne disons pas qu'aucun enfant ne devrait développer des compétences qu'il n'a pas, mais il faut voir ce qui est inné, voir ce dont ils ont besoin et essayer de les soutenir avec le plus d'acceptation possible. Donc, s'ils ne seront jamais l'élève le plus normal, celui qui est le meilleur pour réciter des informations plutôt que pour penser de façon créative, pour sortir des sentiers battus, essayez d'identifier qui est cet enfant et donnez-lui le soutien dont il a besoin. Je voudrais parler juste brièvement de certains des défis dont nous avons parlé auparavant. Vous savez quelle est la différence entre valider et, vous savez, surpathologiser notre existence humaine? Il y a eu une étude récente où nous avons examiné les réseaux sociaux comme un incubateur de psychopathologie de la personnalité et du comportement, de l'authenticité des symptômes et des troubles, ou de la contagion sociale psychosomatique. Donc l'idée, et c'est une citation, c'est que plus les identités deviennent diluées, plus il est facile de les récupérer et de les transformer en marchandises. Pour garder les utilisateurs engagés dans l'univers visuel des formats courts de TikTok et Instagram, les créateurs doivent aplatir leur identité. Le contexte est supprimé. Les symptômes sont généralisés, voire inventés, au point de s'appliquer à tout le monde, ce qui constitue une invitation tentante pour la majorité croissante des personnes qui peinent à suivre les exigences croissantes du capitalisme. Donc, dans de nombreux cas, les difficultés que l'on peut ressentir en étant neurodivergent, en ayant des problèmes, à suivre le rythme de la vie, du travail, des horaires, de la routine, toutes ces choses, cela peut pousser les gens à vouloir trop s'identifier. Peut-être qu'ils s'identifient, mais qu'est-ce que cela implique? Quelle importance cela a-t-il dans votre identité réelle? Quels sont vos atouts et axes d'amélioration? Est-ce qu'on baisse simplement les bras en disant « Je suis neurodivergente, je ne peux rien faire ». Dans de nombreux cas, il y a des choses que nous pouvons faire, même si cela se résume à la façon dont la caféine interagit avec votre neurodivergence. Comment les médicaments que vous pourriez envisager l'affectent-ils? L'autre chose que je voulais mentionner, c'est ce que cette étude publiée dans le Journal of Comprehensive Psychiatry a révélé, l'exposition des adolescents à ces choses. Donc, l'exposition des jeunes à ces choses pendant certaines phases du développement de la personnalité augmente la probabilité qu'ils développent des symptômes de troubles qu'ils voient en ligne. Il y a donc une période critique. Il y a une période pendant laquelle on peut littéralement, de façon statistique, suivre la probabilité que des symptômes apparaissent à partir de troubles qui leur sont présentés. Et c'est en quelque sorte l'un des aspects importants. Ayant étudié le trouble obsessionnel compulsif pour ma thèse, tout le monde aime me dire qu'ils sont TOC. C'est leur truc préféré. J'aime porter des chaussures avec des lacets bien noués. J'ai des TOC. Tu me taquinais toujours pour ça. Tu disais « Maya, tu es cette scientifique qui insiste pour qu'on utilise le bon terme. » Mais j'étais en avance sur mon temps parce que c'est exactement ce dont il s'agit. Cette peur, ce surdiagnostic ou cette surpathologisation. Parfois, les gens sont juste ordonnés. Parfois, les gens sont méticuleux. Parfois, les gens sont pointilleux. Ça peut être un diagnostic, mais encore une fois, si cela ne pose pas de problème dans ton travail, ta vie sociale ou ton fonctionnement général, ce n'est peut-être pas quelque chose qui nécessite forcément une attention clinique. Est-ce que c'est amusant et intéressant de trouver des points communs, tu sais, sur les réseaux sociaux? Absolument. Est-ce que ça me fait me sentir moins seule quand je vois ces choses-là? Absolument. Comme le gars qui passait l'aspirateur, je me suis sentie super bien. L'autre chose que les gens peuvent remarquer, c'est qu'ils aiment avoir de petits objets spéciaux, des choses qu'ils transportent avec eux. Si vous n'écoutez qu'en audio, Mayam a un pointeur qu'elle a sorti. Et est-ce que c'est vraiment un nouveau pointeur? Non, c'est mon pointeur, mais ça, c'est mon pompon. Valérie a son petit extraterrestre. Moi, j'ai plein de trucs ici. L'agitation, c'est l'une des principales caractéristiques dans les questionnaires sur la neurodivergence. Ils demandent « Avez-vous du mal à rester en place? Votre jambe bouge-t-elle à toute vitesse? » Eh bien oui, donc ça, c'est mon pointeur. J'aime les choses inhabituelles et j'en collectionne, ce qui peut aussi faire partie du spectre des TOC. Parfois, on appelle ça « collectionner des objets sans utilité ». Et moi, je ne pense pas qu'ils soient inutiles.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était mon pointeur qui était juste. En fait, il y a une histoire drôle à propos de ce pointeur qu'on racontera peut-être une autre fois. Mais j'ai accidentellement écrasé mon pointeur en m'asseyant dessus et il s'est cassé. Et j'étais très contrariée. Alors, Jonathan l'a réparé. Je voudrais aussi mentionner, avant de conclure, quelques conseils pratiques. Jonathan, je me demande si tu peux en partager. Tu sais, nous avons chacun beaucoup de caractéristiques, comme le quiz l'a montré. Nous avons chacun beaucoup de caractéristiques. Peux-tu citer les 3 actions principales que tu as faites pour mieux comprendre en quoi ton cerveau fonctionne différemment et voir cela comme un super pouvoir? Eh bien, premièrement, identifier les domaines dans lesquels j'ai besoin d'aide. Donc, pour moi, j'ai dû m'appuyer sur ma capacité de traitement auditif, car j'adore recevoir des informations de cette manière. Et j'ai dû m'appuyer là-dessus et l'utiliser dans tout ce que je fais. Et ça a été le plus grand changement de ma vie. L'étape suivante a vraiment été de prendre du recul et de reconnaître que j'ai des forces grâce à ces différences qui jouent en ma faveur. Alors, au lieu de voir mes différences comme un handicap ou un désavantage, j'ai commencé à me dire que chacun est câblé différemment. C'est ma façon unique de fonctionner. Et comment puis-je utiliser cela pour faire avancer les choses qui m'intéressent? Et puis, la 3e étape consiste à identifier les domaines dans lesquels j'ai des difficultés, comme remplir des formulaires ou comme le fait de mieux réussir lorsque je travaille en collaboration. Au début de ma carrière, j'ai compris que je n'allais jamais réussir en restant assis seul dans une pièce à écrire pour le reste de ma vie professionnelle. Je savais que j'avais besoin d'un environnement collaboratif offrant plus de retours et d'interactions. J'ai donc dû prendre des décisions très importantes pour changer la façon dont j'allais utiliser mes compétences afin d'être aussi performant que possible. Sachant que même si je m'étais autrefois imaginé écrivain, en train d'écrire des scénarios et de créer seul dans mon coin, j'ai dû faire face à cela et prendre les décisions nécessaires pour accepter mes points forts. Très bien. Je dirais que pour moi, parmi mes 3 principaux points, le premier, c'est l'acceptation, ce qui est honnêtement beaucoup plus facile avec toutes les discussions qu'il y a autour de ce sujet. Donc, je suis reconnaissante et heureuse que les plus jeunes et les personnes qui cherchent du soutien de cette manière puissent en bénéficier, parce que cela peut être très déroutant. Et essayer sans cesse de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond peut être vraiment frustrant. Donc, je pense que l'acceptation, cette idée d'accepter vraiment, à quoi cela ressemble-t-il vraiment de ne pas résister à ça? Quand je repense à l'école, mon cerveau ne fonctionnait pas comme les autres. J'ai dû repasser 2 examens de qualification. Aujourd'hui, ça a plus de sens, mais à l'époque, je n'acceptais pas et je me rabaissais en pensant « qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» D'abord, il faut se concentrer sur l'acceptation de soi et ce que cela signifie concrètement. Ensuite, il s'agit de trouver la sécurité. Je fais partie des personnes neurodivergentes ayant de forts besoins de sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Si je ne me sens pas en sécurité, tout va mal et ça ne fait qu'empirer. Alors, où puis-je trouver des endroits où je me sens en sécurité? Vous savez, la nature, ma foi religieuse, mes explorations spirituelles et philosophiques que nous pouvons faire ici. La créativité, c'est un autre endroit vraiment, vraiment sûr. Et la 3e chose, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses physiologiques à faire pour se sentir en sécurité. Vous savez, le sommeil, c'est une forme de sécurité. Toutes ces choses peuvent être regroupées sous cette notion de sécurité. Mais je pense que cette notion de joie et de trouver de la joie, même si c'est à travers la nature ou la créativité, mais trouver cet espace de joie pour que rien ne ressemble à une lutte en permanence. Vous savez, je n'ai pas envie d'avoir l'impression de me battre. J'apprécie aussi ce que Jonathan a dit. Identifier ce pourquoi tu as besoin d'aide et demander de l'aide pour retrouver la joie. Voilà mes 3 principaux conseils. C'est magnifiquement dit. Je pense que je vais juste ajouter une pensée supplémentaire, c'est que lorsque tu découvres les choses avec lesquelles tu pourrais avoir besoin d'aide ou avec lesquelles tu as du mal, tu n'as rien qui cloche. Tu n'as pas besoin d'éliminer les choses avec lesquelles tu as du mal pour pouvoir obtenir ce que tu veux de la vie. Tu pourrais avoir besoin d'aide. Tu pourrais avoir besoin de soutien. Le but d'un complément ou d'un médicament n'est pas de faire disparaître complètement le problème, mais simplement de t'apporter assez de soutien pour t'aider sur ton chemin. Et se regarder soi-même, comprendre qu'on n'a pas besoin d'éradiquer le problème pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, c'est un énorme pas en avant. C'est vraiment bien. J'apprécie vraiment. Nous espérons que cette exploration vous a été utile. Je sais que certains points étaient spécifiques et d'autres plus généraux, mais nous voulions en parler depuis un moment.
Et nous savons que beaucoup de personnes dans notre communauté Breaker s'identifient à des aspects de la neurodivergence, de la neurodiversité. Nous sommes donc vraiment ravis de pouvoir vous proposer cette conversation et de pouvoir en parler entre nous. Venez nous retrouver sur Substack. Parlez-nous de votre expérience, que vous soyez neurodivergent ou en couple avec une personne neurodivergente. Parce qu'il y a vraiment une expérience d'apprentissage fascinante qui doit se produire entre les personnes d'un couple si l'une a une petite différence et que l'autre fonctionne de manière plus conventionnelle. Nous explorons tout ce qui touche à la science et à la spiritualité sur Substack. Je m'appelle Alex Breakdown. Venez nous y rejoindre. Et de notre breakdown à celui que nous espérons que vous n'aurez jamais, on se retrouve la prochaine fois. It's Maya B. Alex Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.